Yul Brynner était l'énigme ultime d'Hollywood, facilement la star masculine la plus exotique de l'industrie du divertissement. Il a construit une carrière sur le mensonge selon lequel il était né d'une femme gitane et avait fait ses preuves dans les régions sauvages de la taïga sibérienne. La vérité était encore plus remarquable que cela. Près de 40 ans après sa mort, Yul Brynner reste aimé pour son rôle de roi Mongkut dans la comédie musicale emblématique Le Roi et Moi. Bien que connu de l'équipe comme étant capricieux, les vues du public ont changé grâce aux révélations de sa fille sur sa vie privée. Mesquin, exigeant de manière impossible, impitoyable, était l'acteur le plus fascinant de son époque, aussi le plus impoli. Restez à l'écoute pendant que nous explorons les rôles célèbres de Brynner, sa vie personnelle, sa bisexualité et ses relations discrètes confirmées par sa fille. Derrière les projecteurs, charisme, conflits et controverses de Yul Brynner. Yul Brynner, l'acteur emblématique célèbre pour ses performances captivantes, était non seulement connu pour son talent, mais aussi célèbre pour sa nature exigeante et impitoyable. Sa représentation du roi Mongkut dans l'adaptation cinématographique de 1956 de Le Roi et Moi lui a valu un Oscar du meilleur acteur, mais le film reste interdit en Thaïlande en raison de sa représentation peu flatteuse du monarque. Une caractérisation que certains soutiennent reflétait la propre personnalité de Brynner. L'engagement de Brynner dans le rôle du roi Mongkut était sans pareil, l'ayant joué de manière stupéfiante 4625 fois sur scène. Il a même admis que le roi s'était emparé de lui, suggérant une immersion profonde dans le personnage qui a peut-être débordé dans sa vie personnelle. Malgré le succès de ce rôle, la filmographie de Brynner comprend d'autres œuvres célèbres telles que Les 10 commandements, Les 7 mercenaires et Westworld. Cependant, les récits de l'égocentrisme de Brynner et de son comportement exigeant étaient aussi légendaires que ses performances. Des rivalités amères avec d'autres acteurs, dont Steve McQueen et Ingrid Bergman, ont marqué sa carrière. Bergman, qui a remporté l'Oscar de la meilleure actrice la même année que Brynner, a partagé des histoires sur son comportement grossier sur le plateau d'Anastasia. Quelles ont été les causes de ces confrontations? Yul Brynner était-il vraiment responsable dans chaque scénario? Plongeons dans la vérité sur ces accusations. La rencontre de Yul Brynner avec Ingrid Bergman sur le plateau de Anastasia a mis en lumière son tempérament notoire et ses insécurités liées à la taille. Mesurant 1,67 m, Brynner était plus de 2,5 cm plus court que l'actrice suédoise à plat. Lorsque Bergman, dans un geste poli, a suggéré d'utiliser des accessoires pour compenser la différence de taille, Brynner a répondu par une riposte acerbe, refusant de jouer la scène sur une boîte et affirmant qu'il allait montrer au monde quelle grande jument elle était. Malgré cette tension sur le plateau, Ingrid Bergman a remporté son propre Oscar pour le rôle dans Anastasia. C'était son deuxième Academy Award, sur les 3 qu'elle recevrait finalement au cours de sa carrière illustre. Les conflits de Brynner avec Steve McQueen pendant Les 7 mercenaires ont dépassé les dynamiques à l'écran. Selon l'autobiographie de son co-star Eli Wallach, Brynner a engagé un assistant pour compter le nombre de fois où McQueen touchait son chapeau pendant que Brynner délivrait ses répliques, soulignant l'intensité de leur rivalité. Tout a commencé parce que Brynner, connu pour sa présence imposante et sa nature méticuleuse, faisait des monticules de terre lorsqu'il tournait à l'extérieur, créant des plateformes improvisées pour lui-même. En réponse, McQueen, avec une nonchalance décontractée, aplatissait ses monticules en passant. L'amusement croissant et l'irritation entre les deux acteurs se manifestaient par des tactiques subtiles. McQueen, cherchant à attirer l'attention et peut-être à exprimer son agacement, jouait avec son chapeau ou sa ceinture chaque fois que Brynner avait une scène parlée. C'est devenu une bataille silencieuse pour l'attention sur le plateau. En réfléchissant à leur relation tendue, McQueen a ouvertement admis qu'ils ne s'entendaient pas. Les tensions ont atteint un point où Brynner a confronté McQueen devant une foule, le saisissant par l'épaule dans un geste de colère.
McQueen a spéculé que l'inconfort de Brynner pourrait venir de son manque de compétences en équitation et en armes à feu, percevant McQueen, qui était à l'aise dans ces éléments, comme une menace potentielle. Yul Brynner dans Le Roi et moi, le rôle qui l'a rendu populaire. Le parcours pour devenir l'emblématique roi Mongkut du Siam dans Le Roi et moi était un récit d'adversité initiale et de triomphe ultérieur pour Brynner. Lorsqu'il a auditionné pour le rôle en 1950, la production se concentrait principalement sur Gertrude Lawrence, qui jouait Anna, la gouvernante anglaise des enfants de Mongkut. Le public a réagi négativement au début, avec même quelqu'un lui jetant une chaussure lors d'une représentation. Malgré ce départ difficile, les performances captivantes de Brynner ont rapidement changé la donne. Bien qu'il fût fier de ses longs cheveux, il a fait un geste audacieux en se rasant la tête pour incarner pleinement l'image d'un monarque siamois, ajoutant de l'authenticité à son interprétation. Cette décision a non seulement généré une publicité significative, mais est également devenue une caractéristique déterminante de son image mondialement reconnue. Après la sortie de la version cinématographique de Le Roi et moi en mars 1952, Brynner a remporté un Tony Award du meilleur acteur vedette dans une comédie musicale, consolidant ainsi sa position dans le monde théâtral. Le tournant dans la carrière de Brynner est survenu en août 1952, lorsque Gertrude Lawrence est décédée. Au lieu de la tristesse, Brynner a ressenti une réalisation qu'il obtiendrait désormais la première place dans le générique. La version cinématographique de Le Roi et moi l'a propulsé à la gloire internationale et son apparence distinctive est devenue synonyme du personnage. Charlton Heston a loué le travail de Brynner, déclarant « Le travail de Yul dans Le Roi et moi était sans pareil ». Le parcours de l'adversité au triomphe a défini l'héritage de Yul Brynner dans le monde du divertissement. La nouvelle célébrité de Yul Brynner a apporté avec elle un ensemble de bizarreries qui ont ajouté des couches à sa personnalité déjà complexe. Une bizarrerie notable était son insistance à ne pas être photographié à côté d'autres acteurs chauves. Des rapports suggèrent qu'il a instruit son agent de presse de ne pas prendre de photos avec des acteurs chauves. Cette exigence idiosyncratique mettait en évidence la présence imposante de Brynner tant sur scène que hors scène. La personnalité toxique de Yul Brynner au sommet du narcissisme. Pendant la durée de Le Roi et moi, le comportement de Yul Brynner, en dehors de la scène, est devenu de plus en plus tristement célèbre. Frank Langella, qui jouait Dracula en même temps au Martin Beck Theatre, a fourni un récit franc du comportement de Brynner dans ses mémoires de 2012. Langella a dressé le portrait de Brynner comme un homme consumé par le narcissisme, constamment près d'un miroir en pied avec le mot « je » figurant en bonne place dans ses conversations. Les révélations de Langella incluaient des aspects troublants de la personnalité de Brynner, tels que le préjugé racial. Lors d'une balade dans la limousine blanche de 20 pieds de Brynner, l'acteur a présenté des gadgets, y compris des lumières stroboscopiques. Choquant, Brynner a pointé les lumières sur Langella et sa femme, affirmant qu'elles étaient là au cas où des individus noirs attaqueraient sa voiture, utilisant les lumières pour les effrayer. Cette révélation a exposé les préjugés raciaux troublants de Brynner. Langella a également révélé la demande de traitement spécial de Brynner, y compris l'instruction donnée au théâtre de construire un ascenseur spécial pour accommoder sa voiture, lui permettant d'éviter d'interagir avec le public. Brynner exprimait souvent son mépris pour son public, refusant de saluer et présentant plutôt son postérieur. Des histoires circulaient sur les remarques cruelles de Brynner au personnel de production et sur ses menaces de licencier des gens. Malgré, ou peut-être à cause de, sa nature exigeante, Brynner était fier de son approche impitoyable du théâtre. Il a déclaré à l'animateur de télévision Bill Boggs qu'il était impitoyable envers les choses dans le théâtre, que les paresseux devraient avoir peur de lui, et que tout bois mort qu'il rencontrait, il le cassait simplement. Malgré son tempérament tristement célèbre, Brynner affirmait avec véhémence qu'il n'avait pas besoin de psychothérapie, déclarant
Le jour où quelqu'un me mettra sur un divan, je serai soit ivre, soit mort. Cette déclaration résumait la nature inflexible et souvent erratique de la personne de Brynner. Pendant cette période tumultueuse de sa carrière, le fils de Yul Brynner, connu sous le surnom d'enfance Rocky, a ouvertement reconnu la nature difficile de son père. Il a noté que Brynner pouvait être difficile et devenait un peu fou par moments. Rocky, qui a ensuite travaillé comme responsable de tournée pour le groupe Bob Dylan et a servi de garde du corps à Muhammad Ali, a laissé entendre les complexités de grandir avec l'acteur renommé. Demande extravagante. Ray Harryhausen, le maître des effets spéciaux qui a travaillé sur Les 7 mercenaires, a décrit Brynner comme un bon acteur mais aussi comme un homme difficile et colérique avec ses propres exigences. Ce sentiment a été répété par l'agent de Brynner, Robbie Lance, qui a révélé que les demandes de contrat de l'acteur étaient étonnamment méticuleuses. Brynner spécifiait des détails tels que la couleur de la moquette dans sa caravane, le type de mouchoir fourni et même la marque d'eau en bouteille dans les suites d'hôtels. Au moment où Brynner a endossé le rôle du capitaine Mueller dans le film Morituri de 1965, aux côtés de Marlon Brando, il avait atteint un niveau d'influence où il pouvait faire des stipulations extraordinaires. Assez puissant pour imposer ses préférences, Brynner a insisté pour qu'une aire d'atterrissage soit construite sur le navire, permettant à un hélicoptère privé de le déposer à terre après chaque journée de tournage. Cette demande extravagante soulignait à la fois la présence imposante de l'acteur dans l'industrie et son penchant pour des arrangements personnalisés et opulents. Malgré ce que son agent Robbie Lance a décrit comme des honoraires astronomiques, Yul Brynner a quand même acquis une réputation de frugalité surprenante. Les anecdotes de ceux qui ont travaillé étroitement avec lui ont révélé cette facette de sa personnalité, mettant en valeur les intrications et contradictions de la vie de cet acteur fascinant. Un récit de cette frugalité vient de George Jacobs, membre du personnel de Frank Sinatra. Jacobs, qui a appris à connaître Brynner à travers leur implication commune dans le thriller de 1966, Cast a Giant Shadow, et leur intérêt mutuel pour le golf, a révélé dans ses mémoires Mr. S., The Last Word on Frank Sinatra, que Brynner comptait souvent sur Sinatra pour la nourriture, les boissons et la socialisation. Dans une tournure humoristique, Jacobs et ses associés ont surnommé Brynner Tonton Picsou, le roi des radins, soulignant la réputation de Brynner d'être économe malgré sa richesse considérable. Comment Yul Brynner a développé de nombreux intérêts en dehors du jeu d'acteur? Les intérêts de Brynner s'étendaient au-delà du jeu d'acteur, montrant sa polyvalence. Il était également un photographe accompli, capturant plus de 8000 photographies mettant en vedette des célébrités telles qu'Elizabeth Taylor, Anthony Quinn, Sophia Loren, Mia Farrow et Audrey Hepburn. À noter, Hepburn était la marraine de la fille de Brynner, Victoria, née de son deuxième épouse, le mannequin chilien Doris Kleiner. En 1996, Victoria a compilé une collection des œuvres photographiques de son père pour le livre de table basse Yul Brynner photographe, offrant un aperçu des poursuites artistiques de Brynner et de sa capacité à capturer l'essence de ses pairs célèbres à travers son objectif. Expansion de ses entreprises. Élargissant ses entreprises, Brynner s'est aventuré dans le monde culinaire en rédigeant le livre de cuisine Yul Brynner, Food Fit for the King and You. Ce livre de cuisine partageait ses recettes personnelles, y compris des plats intrigants comme la soupe de pissenlit et le ragoût de porc et choucroute, révélant une autre facette de la personnalité multiforme de Brynner et sa volonté d'explorer et de partager des aspects de sa vie au-delà du jeu d'acteur. En 1971, Brynner entama son 3e mariage avec Jacqueline Thion de la Chaume, rédactrice en chef de la mode pour French Vogue.
Cette union marqua une période d'expansion personnelle et familiale, alors que Briner, aux côtés de Jacqueline, adoptait 2 enfants vietnamiens, Mia et Melody, et réalisait un investissement immobilier significatif en achetant le manoir de Criquebeuf du XVIe siècle en Normandie, s'étendant sur 50 acres. Sur cette propriété, Briner se livrait à une passion inhabituelle, entretenant une roseraie de manchots. Malgré sa renommée d'acteur, Briner ne se limitait pas au monde du divertissement. Grand lecteur avec une formation intellectuelle diversifiée, il étudiait la philosophie à la Sorbonne et assistait à des cours d'éthique à Chicago sous la direction du docteur Paul Arthur Schilp, un éminent universitaire ayant fondé la Library of Living Philosophers. Schilp décrivait Briner comme possédant l'un des esprits les plus brillants qu'il ait jamais rencontrés, le félicitant pour sa connaissance approfondie de la politique, de l'économie, de la littérature, de la musique et de l'histoire. Pendant cette période, Briner restait activement engagé dans des efforts humanitaires, se targuant de son implication auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et contribuant à des campagnes visant à combattre les préjugés contre les Roms, communément appelés gitans. Alors que sa vie personnelle évoluait, il continuait à se plonger dans des activités intellectuellement stimulantes. Yul Brynner, portant une attention méticuleuse et atteignant l'excellence dans ses performances. Lorsque Brynner reçut le scénario de Westworld, un thriller de science-fiction de Michael Crichton, il trouva particulièrement captivante l'exploration thématique de l'infantilisme humain face à la nouvelle technologie. Approchant son rôle dans le film avec dévouement, Brynner incarnait le robot défaillant avec un regard d'acier, allant jusqu'à porter des lentilles de contact métallique argentées tout au long du tournage pour plus d'authenticité. Cet engagement reflétait sa dévotion à ses projets précédents, mettant en avant la passion inébranlable de Brynner pour son métier. L'attention aux détails de Yul Brynner ajoutait une intensité robotique à ses performances, démontrant son engagement inébranlable à donner de la profondeur à ses personnages. Richard Benjamin, qui jouait la cible du robot défaillant de Brynner dans le parc d'attractions futuriste de Westworld, se souvenait avec tendresse de leur collaboration. Benjamin louait Brynner comme le meilleur et lui attribuait l'enseignement de précieuses leçons, notamment comment tirer avec un pistolet dans un film sans cligner des yeux. Brynner, s'appuyant sur sa vaste expérience, partageait des idées avec Benjamin, notant que même les plus grandes stars de western avaient tendance à cligner des yeux lorsque le coup de feu retentissait. Benjamin décrivait Brynner comme une personne assez incroyable, plus grande que nature, soulignant l'impact profond que l'acteur vétéran avait sur ses partenaires de jeu. Westworld s'est avéré être le dernier rôle important de Brynner au cinéma, marquant la fin d'une ère dans sa carrière cinématographique. Sa dernière apparition sur grand écran a eu lieu dans le western italien Death Rage, en 1976. Malgré ses contributions remarquables au cinéma, Brynner exprimait des regrets. Dernier rôle au cinéma. Le dernier rôle au cinéma de Yul Brynner dans Death Rage en 1976 marqua la conclusion de sa carrière cinématographique. Malgré ses contributions remarquables au cinéma, Brynner exprima des regrets quant à un rêve inassouvi, celui de réaliser un film sur Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne. Cependant, le projet ambitieux a rencontré des défis insurmontables, notamment des désaccords sur les faits de la vie d'Atatürk. Dans le sillage de sa prestigieuse carrière cinématographique, Brynner se retrouva à reprendre le rôle qui avait défini une grande partie de son succès sur scène, Mongkut dans Le Roi et moi. Les tournées sans fin et les reprises sur Broadway sont devenues une partie récurrente de ces dernières années. Mary Beth Pale, la partenaire de Brynner pour les 2 dernières années de la production en tournée, partagea une rencontre surprenante qui défia les attentes. Contrairement aux avertissements, Brynner l'accueillit avec une étreinte chaleureuse et les mots « bienvenue dans la famille », montrant un côté plus personnel et inattendu de l'acteur emblématique. Ce que la fille de Brynner avait à dire. Brynner avait 5 enfants, et ils avaient tous quelque chose d'intéressant à dire sur leur père.
Ayant grandi en tant que fille de Yul Brynner et du mannequin chilien Doris Kleiner, Victoria a vécu une enfance imprégnée de glamour et entourée de figures emblématiques. Sa marraine était la meilleure amie de sa mère, la légendaire Audrey Hepburn. Ajoutant à l'attrait, Yul Brynner côtoyait des personnalités comme Jean Cocteau et Pablo Picasso. Maintenant, en tant que fondatrice et présidente de Stardust Brands, un groupe de gestion favorisant les connexions entre les marques de luxe et les talents créatifs, Victoria continue d'évoluer dans des cercles remplis de stars, mêlant son héritage au luxe contemporain. Au milieu de ce décor étincelant, Victoria garde une place spéciale dans son cœur pour Le Roi et moi, une production qui l'a profondément marquée en raison de l'interprétation par son père de l'emblématique roi Mongkut. La résonance émotionnelle de la dernière scène déchirante du roi lui a laissé une impression durable, et elle se souvient avec tendresse des heures passées à assister à la performance à Broadway et à Londres. Pour Victoria, de nombreux souvenirs chéris de son père gravitent autour de son rôle durable en tant que roi. L'association de Yul Brynner avec Le Roi et moi a commencé en 1951 lorsqu'il a créé le rôle à Broadway, ce qui lui a valu un Tony. Le succès s'est poursuivi avec un Oscar pour l'adaptation cinématographique de 1956. Alors que Brynner a livré des performances mémorables dans des films comme Les 10 Commandements et Les 7 Mercenaires, son héritage reste le plus étroitement lié à son rôle en tant que roi Mongkut, l'héritage de Yul Brynner. C'est le personnage du roi que Yul Brynner a repris alors qu'il sortait de sa phase de vedette. L'héritage de Yul Brynner est destiné à se poursuivre avec les remakes à venir des films dans lesquels il a joué, à savoir Les 7 Mercenaires et Westworld. Les deux projets sont prévus pour une sortie en tant que long métrage et une série HBO, respectivement, démontrant l'attrait intemporel du travail de Brynner. Victoria, réfléchissant à la réaction potentielle de son père à cette résurrection, croit qu'il serait surpris et probablement flatté. Le fils de Brynner, Rocky, s'est également chargé d'écrire une biographie sur son père, intitulée Yul, l'homme qui aurait été roi en 1989. La biographie, publiée 4 ans après le décès de Yul Brynner à l'âge de 65 ans, a servi d'exploration posthume de la vie de l'acteur emblématique. Elle a non seulement brisé certains mythes perpétués par Brynner lui-même, tels que son ascendance revendiquée de la communauté rom, mais a également présenté un portrait nuancé d'un individu complexe. Malgré l'immense ego de Brynner, la biographie a mis en lumière des moments d'amour sincère entre le père et le fils. Elle a exploré les luttes auxquelles Rock Brynner, le seul fils de Yul, a dû faire face alors qu'il luttait avec le poids de l'héritage de son père. Rock Brynner, lors d'une interview radio en 1991, a qualifié la biographie d'études sur la façon dont un fils se modèle sur son père et, au fur et à mesure que la vie avance, trouve la nécessité de s'en distancier. Cette observation donne un aperçu des subtilités de leur relation, éclairant les défis auxquels Rock Brynner a dû faire face en naviguant dans l'ombre de la personnalité emblématique de son père. L'humilité solennelle de Brynner dans ses dernières années. Dans ces dernières années, la vie de Yul Brynner a pris un tournant sombre. Il a révélé qu'il avait commencé à fumer à l'âge de 12 ans et était finalement devenu un fumeur lourd, consommant 5 paquets par jour. Les conséquences de cette habitude l'ont rattrapé en 1983, la même année où il a contracté son 4e mariage avec Katy Lee, une danseuse de revue malaisienne de 24 ans. Brynner a reçu le diagnostic dévastateur d'un cancer de la gorge. Même s'il avait officiellement arrêté de fumer en 1971, ses photos promotionnelles continuaient à le montrer avec une cigarette ou un cigare, perpétuant une image associée à ses premières années. Au cours de sa carrière, Brynner a dû faire une pause dans la tournée nationale de la comédie musicale pour subir une radiothérapie. Cette intervention médicale visait à traiter des problèmes de santé probablement liés à son historique de tabagisme. Malheureusement, la radiothérapie a eu des effets secondaires non intentionnels, entraînant des dommages à sa gorge. Ces dommages ont eu un impact significatif sur sa capacité à chanter ou à parler sans effort. Ces derniers instants.
Confronté à la gravité de sa condition, il s'est tourné vers le bouddhisme, trouvant réconfort et compréhension face à sa mort imminente. Réfléchissant au dicton gitan selon lequel « votre avenir se raccourcit », il a embrassé cette prise de conscience nouvelle. À l'âge de 65 ans, le 10 octobre 1985, Yul Brynner a succombé à sa lutte contre le cancer. Remarquablement, peu de temps avant sa mort, il a effectué un retour triomphal à Broadway, montrant ainsi son engagement durable envers son métier. Un témoignage poignant de son héritage était une publicité posthume que Brynner avait enregistrée pour la Société américaine du cancer, diffusée après son décès. Dans ce message venu d'outre-tombe, Brynner a vivement mis en garde contre le tabagisme, déclarant « Maintenant que je suis parti, je vous le dis, ne fumez pas, quoi que vous fassiez. » Cette supplique sincère s'est révélée efficace, créditée d'avoir inspiré des milliers de personnes à arrêter de fumer. À la manière typique de Brynner, connu pour sa personnalité mystérieuse, il a proposé différentes versions de ce qui devrait être écrit sur sa pierre tombale. Parmi les épitaphes proposées figuraient « Je suis arrivé » et « Ici repose un homme qui adorait les enfants de toutes sortes ». Cependant, dans un retournement ironique, l'une de ses exigences contractuelles qui n'a pas été réalisée était l'épitaphe sur sa pierre tombale. Aujourd'hui, ses restes reposent dans un cimetière en France, avec pour seul mot sur la pierre tombale son nom et les dates de sa naissance et de sa mort, soulignant le mystère que Yul Brynner a maintenu même dans ses derniers instants. Merci de nous avoir regardés. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de regarder une autre de nos vidéos intéressantes avant de partir. À bientôt de l'autre côté.